Il y a vraiment des mecs qui croient que éjaculer 20 fois ou plus par mois, c'est bon pour la santé. Pourquoi? Parce que ils se réfèrent à des études qui font une corrélation entre les éjaculations peu fréquentes et le cancer de la prostate, qui serait soi-disant, disons qu'on courrait plus de risques de développer un cancer de la prostate si on n'éjacule pas souvent. Et il y a l'étude qui est la plus souvent, je ne sais pas si c'est la première qui a été faite, mais en tout cas c'est celle qui est le plus souvent mise en avant, cette fameuse étude de Harvard, de l'université d'Harvard, qui, qui fait dire à ces gens, j'ai eu quelqu'un en commentaire qui m'a dit ça encore dernièrement, que c'est ceux qui se masturbent, enfin qui éjaculent 21 fois ou plus par mois, qui ont le moins de chances, ou qui ont moins de chances de développer le cancer de la prostate, à hauteur de 20-30% de réduction des risques. Il faut clarifier les choses parce que si tu crois ce genre de choses, enfin si tu fais ce genre de raccourci, t'es mal barré. Et voilà, cette vidéo, elle va nous permettre de réfléchir un peu plus, comment dire, de manière un peu plus rationnelle et, et d'aller un peu au fond des choses. Parce que déjà, la première question, c'est qui, parmi les mecs qui croient à ce que je viens de dire, a consulté les études? La plupart des gens, enfin tous les gens finalement, tous les mecs qui croient à ça, qui pensent que éjaculer souvent, 20 fois, voire plus par mois, tu te rends compte un peu, 20 fois par mois ou plus, c'est presque tous les jours en fait. S- Les gens qui croient ça, que ça va réduire les chances de cancer de la prostate, ils se sont arrêtés vraiment à la conclusion, aux titres qui sont médiatisés. Tu vois ce que ça veut dire? Il y a des médias qui vont prendre des idées qui viennent d'études et qui vont les mettre en avant en grands titres. Parce que, en fait, c'est ça qui fait sensation. C'est ce qu'ils aiment, les médias. C'est ce que la plupart des mecs ont envie d'entendre, finalement. Et si on ouvre ces études, qu'on va consulter les tableaux et vraiment lire l'étude, on se rend compte que c'est pas le cas. C'est pas exactement le cas et qu'il y a plein de lacunes dans ce genre d'études. Donc, j'avais envie de commencer par 5 points. Moi, enfin, j'en ai consulté une en détail, c'est celle de Harvard, où j'ai vraiment téléchargé le PDF, il y a les tableaux, j'ai lu les tableaux, j'ai lu les différents textes, pas tout complètement, hein, mais j'ai aussi utilisé une IA pour synthétiser, pour extraire quelques informations que j'ai ensuite été vérifier dans certains cas. Et la première chose, c'est que 10% des personnes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois ont eu le cancer de la prostate. Donc, il faut déjà relever ça, hein. C'est pas que 100% des mecs qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois n'ont pas eu le cancer. Non, c'est 9 personnes sur 10, on va dire. Deuxième chose, dis-moi comment tu te sens quand tu éjacules effectivement 20 fois par mois. C'est ça qui m'intéresse. Parce que même si ça resterait peu probable que tu développes le cancer de la prostate, est-ce que tu es stable mentalement, émotionnellement et physiquement en éjaculant presque tous les jours? À quoi ressemble ta vie quand tu as ce genre d'habitude, ce genre de fréquence? Qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement? Donc évidemment, pour les hommes médiocres, il n'y a aucun problème. Euh, c'est un comportement qui est parfaitement compatible avec la médiocrité, de d'avoir autant d'émissions de sperme sur un mois. Ou alors, on peut dire que c'est la cause fondamentale de la médiocrité chez les hommes. C'est la fréquence d'éjaculation. Forcément, parce que quelqu'un qui éjacule aussi souvent, où est sa motivation? Qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie? Bien sûr, je veux dire, les gars qui étaient dans ces études, c'était tous des professionnels de la santé. On voit un peu des statistiques sur leur état de santé, et on peut se dire juste selon les statistiques que c'est des mecs qui ont l'air d'aller bien.
On va revenir là-dessus plus tard parce que c'est un petit problème, c'est les statistiques justement. Troisièmement, c'est quand même absurde de croire que éjaculer presque tous les jours, ce soit bon. Alors que c'est censé, une éjaculation, c'est censé donner la vie. Donc, est-ce que tu crois que la nature, elle fonctionne vraiment comme ça? Que un mec qui éjacule 21 fois par mois, il va pouvoir faire de toutes ces éjaculations 21 bébés en bonne santé. Je sais pas si tu réalises un peu la chose. Ensuite, cinquième, alors quatrième perspective sur ces 5 perspectives d'introduction, croire ça, ça permet de ne pas faire face à l'addiction et de jamais remettre en question nos habitudes. Donc c'est bien pratique. Tous les mecs qui croient ça, ça les arrange. C'est simple. Ils n'ont pas été creusés parce que s'ils vont creuser, ça va remettre en question leurs croyances et leurs habitudes et ils vont devoir faire face à cette addiction parce qu'on peut quand même parler d'addiction quand on, on fait ça, on éjacule plus de 20 fois par mois. C'est quand même, je sais pas, moi je trouve ça vraiment extrême. Cinquième perspective, il y a une peur excessive du cancer. Non, ça, en dehors du cancer de la prostate et du milieu enfin, l'idée de la rétention séminale qui favoriserait le cancer de la prostate, globalement, on sent quand même qu'il y a une peur ambiante qui est excessive aujourd'hui du cancer. Sans doute parce qu'on en parle trop, mais pourquoi on en parle trop? Parce que les cas, ils ont explosé ces dernières années, ces dernières décennies. Pourquoi? Selon moi, c'est 100% corrélé à la déconnexion du corps et la suprématie, la domination du mental perturbé. Donc ça favorise une déconnexion avec le corps et des styles de vie euh, qui vont favoriser des cancers et d'autres problèmes de santé. Maintenant, c'est important aussi de relever que l'hypothèse qui a motivé la réalisation de ce genre d'études, parce que moi je me suis dit, mais c'est quand même bizarre de penser, un jour il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, il y a peut-être une corrélation, enfin genre, est-ce qu'on peut étudier le rapport entre les fréquences d'éjaculation et le cancer de la prostate? Mais en fait, c'est qu'ils ont eu l'hypothèse de la stagnation prostatique. C'est ça la base de ces études, c'est qu'il y a une hypothèse qui a été mise que peut-être la stagnation du liquide prostatique dans la prostate, ça pourrait causer favoriser le cancer de la prostate. Donc maintenant, moi j'ai envie de pousser la réflexion plus loin. Dans quelles conditions il y a une stagnation? Parce que on peut dire que tous les cancers, c'est une stagnation d'énergie. Non, les cancers, c'est quoi? C'est des tumeurs, c'est, comment dire, c'est de la matière dans notre corps qui se transforme, des cellules qui se transforment en fait, et que ça va créer, comment dire, un truc qui n'est pas censé être là physiquement, dans un corps qui fonctionne bien. Donc pour moi, c'est de la stagnation d'énergie. Ça crée une boule, ça crée quelque chose dans le corps, comment dire, comment on appelle ça, une excroissance de tissu cellulaire. Et pour moi, c'est de la stagnation d'énergie. Et mon hypothèse, c'est que si l'énergie, elle circule bien en nous, il n'y a pas de stagnation en fait. Parce que le corps, qu'est-ce qu'il fait? S'il fonctionne bien, il transforme, il recycle, il réabsorbe des tissus, des choses qui ne sont pas utiles dans leur état de stagnation, et il élimine les toxines. Un corps qui fonctionne bien, ça fait tout ça. C'est pour ça, je pense qu'il y a des émissions nocturnes, hein, des éjaculations pendant la nuit qui sont involontaires. C'est pour moi un nettoyage naturel et automatique de la prostate. C'est l'intelligence du corps et on n'a pas besoin, ça va au-delà de notre volonté. Tu vois, ça se fait tout seul. Maintenant, le problème majeur des études en général, et enfin de ces études-là, on va rester sur ces études-là, on va pas généraliser à d'autres études, mais c'est qu'on ne connaît pas la situation énergétique des cas qui ont été étudiés. À la fois de ceux qui allaient bien, qui n'ont pas eu le cancer, parce que ça concerne que
Je crois que c'est moins de 10% des cas, à peu près 10% des cas qui étaient dans cette étude d'Harvard, qui ont développé le cancer. Mais bref, on ne connaît pas leur style de vie, leurs états émotionnels, tu vois. On ne sait pas énergétiquement comment ils allaient. En fait, on n'a que des données chiffrées parce que c'est facile pour en faire des statistiques. Tu vois, s'il y avait un questionnaire où il posait des questions à tous les cas étudiés, en leur demandant comment vous vous sentez énergétiquement, je sais pas quelle question, tu vois, c'est déjà dur à préciser la question. Tu peux difficilement en faire une statistique. Si moi je te dis, mon énergie circule bien, tu vois, je fais du qigong tous les jours, euh, je sais pas, mon énergie circule bien, tu vois, c'est dur à relever comme information. Pour plein de gens, ça va être abstrait, tu vois, mais pourtant c'est quand même concret. Et c'est aussi, il faut avoir une certaine sensibilité peut-être pour déjà être attiré par exemple pour le Qigong, mais il n'y a pas que ça, je veux dire, c'est un ensemble, c'est le style de vie en général. Mais ça, tu vois, on ne peut pas le mettre en statistique. Donc, on manque d'informations cruciales, selon moi, si on a une approche holistique, qui est selon moi la seule approche valable, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'être humain dans son ensemble et pas juste des chiffres, des statistiques, des analyses sanguines, une IMC, indice de masse corporelle, l'âge, tu vois. Et en fait, cette approche statistique, elle serait fiable si on était absolument tous pareils, qu'on n'aurait aucune différence, qu'on aurait tous la même anatomie, tu vois, la même masse osseuse, même masse musculaire, la même masse graisseuse, la même taille, tu vois, tout ça, qu'on aurait le même corps, la même poids, la même taille, qu'on mangerait la même chose et qu'on aurait une physiologie aussi 100% identique. Dans ce cas-là, on pourrait dire en gros, si on fonctionnerait, enfin, ça fonctionnerait, cette approche-là statistique, si on était des robots. Si on était tous des robots exactement pareils, ça fonctionnerait. On pourrait se fier à 100% des résultats basés sur des études très portées sur des statistiques. Mais d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que si on va analyser les tableaux, on voit c'est pas linéaire en fait. Je vais afficher mon écran tout à l'heure pour te montrer quelques trucs. Mais déjà, il y a l'indice de masse corporelle, la moyenne pour toutes les catégories. Il y a des catégories. Est-ce que je peux partager l'écran maintenant en fait? Voilà, par exemple, sur ce tableau, on voit. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas le bon en fait. Si, assez. On voit que dans les fréquences d'éjaculation, voilà, 21 fois ou plus par mois, il y avait 290 cas qui ont développé le cancer de la prostate. Et ça représente, je crois, 10% à peu près. Et on est aussi pas loin des 10% dans les cas à l'autre extrême de 0 à 3 fois, à 3 éjaculations par mois. Tu vois? Donc déjà là, il y a un truc qui fait que c'est pas linéaire. Le raccourci qu'on peut prendre en disant, ah, plus on éjacule, plus on est protégé enfin, moins on a de risque d'avoir le cancer de la prostate. Là, on voit que ceux qui sont à l'autre extrême de 0 à 3 fois par mois le nombre d'éjaculations, et ils sont au même niveau que ceux qui sont à 21 fois ou plus, tu vois. Et que les cas ils sont aussi plus nombreux, tu vois. Les cas au milieu, on va dire, ceux qui sont, on va dire, de 4 à 12 fois par mois, aussi parce qu'ils sont plus nombreux. C'est les cas les plus, enfin, c'est la population la plus nombreuse dans l'étude. Donc, voilà, on prend des raccourcis pour cette étude et on fait des conclusions qui sont vraiment pas du tout rationnelles. Euh, et en fait, il y a un autre truc que j'avais relevé, c'est que, en fait, je peux même te le mettre quand même, parce on va voir ça dans des tableaux, je crois. C'était l'indice de masse corporelle qui, il est où? Ah, il est là, voilà. Ici, ça c'est la moyenne des indices de masse corporelle pour toutes les catégories, tu vois. Là en haut, on voit les fréquences d'éjaculation. EPM, c'est éjaculation par mois. Et en fait, on a une IMC qui est concrète, enfin, qui est clairement, qui indique un léger surpoids de tous les cas qui ont été étudiés. Il faut aussi préciser que
Ça a été fait dans le cadre, enfin tous les cas de cette étude sont dans des professionnels du milieu de la santé. Enfin, c'est pour préciser aussi, tu vois, que c'est pas très, ils n'ont pas été chercher un peu plein de catégories de personnes différentes. Donc voilà, ils étaient tous en surpoids et quand on est en surpoids, en fait, ça veut dire qu'on a un surplus d'énergie qui a été stocké en nous. Et donc, c'est en fait les gens qui peuvent se permettre le plus de dépenses énergétiques, y compris dans une activité sexuelle. Il y a un autre truc méga important, c'est que on ne sait pas comment les éjaculations étaient obtenues. Ils n'ont pas demandé ça dans l'étude d'Harvard. Ils ont seulement demandé le nombre total d'éjaculations mensuelles en incluant les relations sexuelles avec des partenaires, la masturbation et les émissions nocturnes. Ok? C'est déjà important. Parce que s'il y a un mec qui se dit, ok, moi en fait, je peux continuer à me masturber, éjaculer 20 fois par mois ou plus, ça va m'aider à pas avoir le cancer de la prostate. Probablement que dans les gars qui étaient des gens actifs, ils avaient probablement, la plupart des éjaculations, je pense, je suppose que c'était en relation avec des partenaires, tu vois. Mais bref, il faut tenir compte de ça. Parce que plein de gars vont juste mettre en tête, tiens, je peux me masturber 20 fois ou plus par mois, pas de souci, c'est bon pour la santé. Alors qu'il y a une grosse différence entre éjaculer quand on fait un rapport sexuel avec une partenaire ou un partenaire et inversement. Enfin, le faire tout seul, c'est quand même très différent, énergétiquement parlant toujours. Autre chose à dire, oui, encore quelques trucs à dire. Voilà, il y a eu 31 900 hommes suivis dans cette étude d'Harvard et seulement 3 800 et quelques qui ont développé le cancer de la prostate, donc 12%. Donc 88% des personnes dans cette étude, des hommes dans cette étude, n'ont pas eu le cancer, quelle que soit la fréquence d'éjaculation. Ok? On parle juste de 12% du total des mecs étudiés. Ensuite, tiens, je vais afficher aussi ça. C'est pas les, enfin, c'est des stats qui ont été extraites du tableau. Alors, il faut juste que je change la source. Voilà. Là, c'est la distribution des cas, hein, ah non, non, attends. Non, non, non. Ça, c'est la distribution. Oui, ça, c'est important d'avoir ça devant les yeux. Ça, c'est pas le nombre de cancers, c'est le nombre total d'hommes dans l'étude, tu vois, juste par catégorie de fréquence d'éjaculation mensuelle et quand ils avaient 40 à 49 ans, parce que c'est une étude qui a été faite sur plusieurs décennies, 2 décennies, je crois, et ils ont relevé des statistiques à différents âges. Mais ça, c'est que les stats pour quand tous les hommes concernés avaient 40 à 49 ans. Enfin, tous les hommes de l'étude. Donc, on voit, première chose, les deux extrêmes, c'est pas étonnant non plus, hein, ils sont les moins représentés. Hein. On a 5,4% d'hommes qui étaient à 0 à 3 éjaculations par mois et seulement 8,8 à 21 ou plus. Et la majorité sont au milieu, entre 8 et 20 éjaculations par mois. Donc, forcément qu'on va avoir plus de cas ici euh, et, et moins de cas dans les extrêmes. Bien sûr, voilà, ils ont fait des statistiques et des ratios, etc. Mais néanmoins, il faut tenir compte du nombre total d'hommes dans chaque catégorie. Voilà, là c'était l'analyse d'une IA, c'est tout ce que je viens de dire. Voilà, et donc ils ont comparé 2800 hommes qui étaient à 21 fois ou plus contre 7800, presque 3 fois plus quand même, qui étaient entre 4 et 7. Et là on a, c'est une donnée intéressante aussi, le pourcentage de cancer par catégorie quand ils avaient 40-49 ans. Et c'est là qu'on voit que, voilà, 10,3% ceux qui étaient à l'extrême haute, 21 fois ou plus par mois,
et 11,2% ceux qui étaient à 0 à 3. Donc il n'y a pas énormément de différence vraiment pas entre chaque catégorie. Et ceux qui sont à l'extrême, enfin les deux plus bas, c'est ceux qui sont... Non, c'est pas les deux extrêmes, c'est vrai. Mais le nombre, si on prend juste le nombre de cas, c'est les deux extrêmes. Bon, encore une fois, ça pas- c'est un peu ambigu de parler comme ça parce que le ratio finalement, enfin, il y a moins de cas parce qu'il y a moins de personnes totales dans la catégorie. Mais bref, là où c'est intéressant aussi, c'est de relever ça. La réduction relative, c'est ce qu'ils utilisent pour faire sensation dans les résultats d'études, tu vois. Et là, on est à 20% à peu près. Par contre, la réduction absolue, c'est seulement 3 points de pourcentage. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire tout ça, donc j'ai été demander des explications à ChatGPT, qui nous dit la réduction absolue, c'est la différence directe de pourcentage entre les deux groupes. On a des exemples avec les chiffres que j'ai donnés. Le groupe de référence, 4 à 7 fois. Voilà, on a 3 points de pourcentage. OK? C'est pas énorme. Et là, ça veut dire, si on rend ça un peu, on fait bref, une déduction un peu grossière, ça veut dire que sur 100 personnes, il y a environ 3 cas de cancer en moins dans le groupe de voilà, 21 fois ou plus, par rapport au groupe 4 à 7 fois seulement, pas par rapport aux autres groupes. Et en fait, c'est ouais, c'est important parce qu'ils ont utilisé pour donner les résultats ou synthétiser les résultats, ils ont utilisé le groupe de référence, comme groupe de référence, les 4 à 7 fois par mois. Ils auraient pu utiliser le groupe comme groupe de référence le 0 à 3 fois, tu vois. Mais c'était moins probable, enfin, il y avait moins de gens. Mais bref. La réduction relative, c'est là qu'on a voilà, le fameux 20 et quelques pourcents. Là, c'est où ils utilisent les ratios, non? C'est ça? Formule risque de référence moins le risque de groupe divisé par le risque de référence. Bref, c'est là qu'ils utilisent des proportions. Donc, je vais juste lire ce que me dit ChatGPT parce qu'il s'exprime clairement, non? Pourquoi ça compte? La réduction absolue dit combien de personnes concrètes sont concernées. Donc ça, c'est utile pour la pratique clinique et l'échelle réelle. C'est la première statistique qu'on a vue là. C'est 3 cas de cancer en moins seulement sur 100 d'un groupe à l'autre, enfin, du groupe de référence par au groupe de 21 fois ou plus, tu vois. D'ailleurs, enfin ouais, bref. La réduction relative a tendance à paraître plus impressionnante, tu vois. Et c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée dans les publications et dans les médias pour vendre un résultat. C'est pas compliqué à comprendre, non? Pourquoi ça fonctionne comme ça. Selon comment c'est présenté, on peut dramatiser ou minimiser l'impact, tu vois. C'est tout en fonction de comment on présente les résultats d'une étude ou voilà. Il faut être capable de recul et d'auto-observation et d'honnêteté envers soi-même pour admettre que, un, on est peut-être accro à la dopamine facile, comme la plupart des gens aujourd'hui, hein, notamment via le porno. Deux, qu'on utilise le sexe pour se détendre et que on ne sait pas faire autrement, on ne sait pas se détendre autrement pour l'instant. Trois, qu'on a peut-être peur du cancer, comme je l'ai déjà dit. 4, comme je l'ai déjà dit aussi, qu'on n'a pas lu totalement et réfléchi à l'étude, voire on n'a pas du tout lu l'étude. On a juste, du coup, on fait forcément des raccourcis qui nous arrangent. On peut conclure là-dessus en fait. Alors déjà, moi personnellement, je me force pas à ne pas me toucher ou ne pas éjaculer, hein. C'est pas un truc, je suis pas contre ma nature. Le mec dans son commentaire, il me disait, enfin il disait, ça ne s'adressait pas à moi en particulier, mais à tous les gens qui font la rétention séminale, il disait qu'on était en gros euh, comment dire, laver un peu du cerveau ou influencé par les gourous qui racontent, enfin, qui mettent, comment dire, qui font l'éloge de la rétention séminale. C'est pas vrai. Moi, j'ai, j'ai pas décidé de faire la rétention séminale parce que j'ai entendu des gens en parler. J'ai eu l'intuition bien avant de réaliser en plus que c'était un mouvement, qu'il y avait des gens qui en parlaient sur Internet. J'ai eu l'intuition de ma propre expérience. Et la conclusion, ça va être ça. Est-ce que tu fais tes choix de santé en fonction d'études scientifiques, sans même aller voir les détails de ces études en plus, hein? Ou alors tu fais tes choix
par rapport à ta santé en fonction de ton intuition, de ton expérience directe, de ce que tu ressens quand tu vis tes expériences, tu vois. Sur ce, je m'arrête là. Et j'espère que ça aura permis à certains mecs qui tomberont sur cette vidéo parce ils ont peur du cancer et puis ils se disent, voilà, ils sont dans ce mindset que éjaculer souvent, ça va, apparemment, ça protège du cancer de la prostate. J'espère que ça aura fait changer un peu l'état d'esprit, la manière de réfléchir d'au moins quelques mecs qui sont dans ce cas-là. Sur ce, dis-moi ce que t'en penses, lâche des coms et à plus, ciao.